Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui cette fois-ci n'est pas du tout consacré au TDAH mais à la formation. Alors, je ne peux pas le faire en direct cette fois-ci, donc je ne pourrai pas répondre à vos questions si vous en avez directement, mais je peux y répondre en commentaire, ça pose pas de problème. J'ai un petit souci technique pour ce soir 18h, donc vous aurez la vidéo à 18h, tel qu'il est, mais elle ne sera pas en direct. Voilà, je suis désolé si certains avaient des questions, n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi. Vous avez mon adresse mail, donc pas de panique. Donc aujourd'hui, on va faire dans ce 8e déjà webinaire sur la réalité virtuelle en neurosciences. Voici, on va s'attaquer sur l'aspect formation. La formation en neurosciences, plus exactement même des psychologues, et surtout la formation des patients et l'usage de la réalité virtuelle dans la formation et dans l'apprentissage, de manière plus générale, même si on ne va pas aller au niveau des apprentissages scolaires. Alors, on va introduire un peu quelques notions en réalité virtuelle et sur la formation. On va voir on va voir également les éléments comme reprendre une formation, les liens avec les neurosciences, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser dans notre pratique au niveau de la réalité virtuelle pour faire un lien justement avec l'aspect formation, reprise du travail par exemple, ou reprise d'une étude, des études ou un retour en classe. Est-ce qu'on peut se former soi-même avec la réalité virtuelle? C'est quelque chose qu'on va voir, soit au niveau des passations du testing par exemple, ou sur les relations patient-clinicien. Alors, donc dans ce webinaire, on verra ensemble plusieurs problématiques qu'on peut rencontrer au fur et à mesure dans notre pratique, c'est-à-dire comment mieux préparer nos patients à se confronter à des événements concrets, la reprise du travail, la reprise en formation peut-être, ou la reprise des enseignements pour les plus jeunes ou les étudiants, mais c'est également quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour tout ce qui est aussi, bon, les TCC, etc. Ça, c'est des choses que maintenant vous connaissez. Mais c'est quelque chose qu'on verra pas aujourd'hui. On verra également comment mieux se préparer en qualité de professionnel à gérer des situations spécifiques, à appréhender certains concepts, en tout cas certaines pathologies, quelque chose qui peut être intéressant parce que moi dans mon cursus on me disait voilà comment agit euh, un schizophrène, quelqu'un qui a des démences, etc. Mais en pratique j'avais du mal à concevoir comment ça fonctionnait, une personne en face de moi, et j'aurais bien aimé pouvoir m'exercer avant sur des simulateurs plutôt que de me retrouver le jour J confronté au problème tout seul et de ne pas savoir le gérer. Donc comment mieux se préparer en qualité d'étudiant à prendre en charge un patient, à l'évaluer et à identifier les éléments clés. Ça, on va vraiment aller sur des pistes de réflexion parce qu'il n'existe pas grand-chose dans ce domaine aujourd'hui, hélas. Donc on va plutôt essayer de voir les pistes qui peuvent être orientées pour nous pour la suite. Ensuite, on verra comment la réalité virtuelle, elle peut permet de s'armer pour faciliter le travail des praticiens. Ça, on le verra un peu tout au long de ce webinaire. Alors, au niveau de la formation, c'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux. Donc, je me suis procuré le livre Formé avec la réalité virtuelle que j'ai lu et que je trouve vraiment très abordable et très intéressant pour ceux qui se posent la question de l'usage de la réalité virtuelle, en tout cas formé avec la réalité virtuelle, surtout pour ceux qui veulent, les enseignants par exemple, les enseignants, des gens qui donnent des formations ou qui sont responsables de sécurité, qualité, etc. Utiliser la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui permettrait de faire économiser énormément de temps et permettrait d'être aussi beaucoup plus efficace à court terme. Alors, finalement, au niveau de la formation, de manière générale, il y a divers enjeux, à savoir optimiser les budgets de formation et le développement des employés pour pouvoir leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, développer les compétences et donner une envie d'apprendre également, ne pas se retrouver où on a des employés qui n'ont plus envie d'apprendre parce que les méthodes d'apprentissage classiques ne leur convenaient pas, mais là peut-être leur permettre d'utiliser de nouvelles technologies, d'avoir quelque chose de beaucoup plus motivant et de leur redonner envie d'apprendre. On va également pouvoir les former à s'adapter aux nouvelles attentes, par exemple un nouveau, comment dire, une nouvelle méthode de travail, un nouveau poste de travail doit demander quand même un temps d'adaptation et on pourrait très bien également leur permettre de s'entraîner en amont pour justement éviter de se retrouver face à différents problèmes, mais également ceux qui commencent un nouveau métier ou qui ont de nouvelles responsabilités, les mettre en situation pour qu'ils puissent également se développer dans le bon sens. La réalité virtuelle permet
surtout le développement de soft skills et des compétences transformatives. Alors, les soft skills sont vraiment plutôt des compétences qu'on va considérer plutôt comme comme des compétences comportementales, à apprendre à savoir se comporter efficacement face à des personnes, face à des patients, face à des clients, face à des responsables en réunion par exemple, ce sont des choses qui sont vraiment extrêmement importantes. La différence qu'on verra juste après avec le hard skill, qui sont plutôt des connaissances théoriques sur des concepts, etc. Finalement, la mémoire de travail, on sait la définir, mais ça serait un hard skill. Mais par contre, concevoir et la conceptualiser et essayer de faire avec serait plutôt un soft skill. De plus, dans la réalité virtuelle, au niveau de la formation, il y a eu des investissements massifs, à peu près 100 milliards de dollars, dans à peu près 5500 projets divers et variés, qu'on va voir juste après. Donc vous allez voir, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui se développe de plus en plus. Donc voilà, si certaines personnes se posent la question de prendre le train en marche, ben c'est l'occasion ou jamais. Alors, donc, je disais tout à l'heure, c'était les hard et les soft skills. Donc les principales différences entre les hard et les soft skills, ça réside dans la manière dont elles sont acquises et utilisées sur le lieu de travail. Les hard skills s'acquièrent souvent par l'éducation ou une formation qui est spécifique. Ce qui est spécifique, elles comprennent des compétences telles que la manière d'utiliser une certaine machine, un logiciel ou un autre outil. Les soft skills sont souvent sont plus considérés comme des traits de personnalité que vous avez peut-être passé toute votre vie à développer. Développer son leadership, développer cette capacité à vendre, à être en relation avec avec quelqu'un, ce ne sont pas des choses que l'on peut apprendre sur le papier, mais des choses que l'on développe au fur et à mesure par l'expérience. Ça demande des années de travail pour pouvoir réussir à faire certaines choses. Elles sont sollicitées lorsque vous gérez votre temps, vous communiquez avec d'autres personnes, vous confrontez pour la première fois à une situation qui est difficile. Former un vendeur de téléphonie mobile, lui dire bah voilà, vous devez rentrer telles informations dans le fichier, etc., etc. Par contre, avoir cette relation humaine qui peut être chaleureuse, avoir vraiment cette notion de vendeur autre que le spam, donc le sourire, bonjour, au revoir, merci. Ça, ce sont plutôt des soft skills qui sont extrêmement importante à la définition de savoir remplir un dossier, qui serait simplement un hard skill. Donc, les hard skills peuvent être définis comme nos connaissances techniques, voire théoriques, tandis que les soft skills sont des habitudes générales sur le lieu de travail. Ce sont des traits de personnalité, des compétences comportementales. Donc, au niveau économique, il y a de plus en plus d'industries qui s'investissent dans le XR ou ce qu'on appelle la VR. On peut voir qu'en 2017, le panel d'entreprises qui avaient commencé à utiliser la VR, donc que ce soit au niveau des applications, comme Disney, Microsoft, Niantic, ou au niveau plutôt des consommables, comme Facebook, Lego, Ikea. D'autres entreprises avaient commencé également à l'utiliser, donc toujours Microsoft, Zebra, Frigger Food, en santé avec Augmetics, 3D Fort Médical, Scopis et en éducation également, on commence à en avoir dans la capture 3D. Enfin après voilà, c'était plutôt encore assez spécifique en tout cas au niveau des outils et des plateformes. Et en 2019, c'est devenu trop petit pour que je puisse vous le lire. En tout cas, maintenant des applications de localisation en plus, de sport également qui se sont énormément développées sur les aspects sociaux, dans le jeu vidéo énormément. Les entreprises en santé, ça a quadruplé, même plus quintuplé. Dans l'éducation également, ça a doublement, voire triplé, en mettant des applications dans le journalisme. Enfin voilà, on commence à avoir de plus en plus de terrains sur lesquels utiliser et expérimenter la réalité virtuelle. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent et développent des applications ou utilisent la VR en tout cas à ce niveau-là. Je n'ai pas pu sortir le 2021 parce qu'avec la Covid, les chiffres sont un peu trichés parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de se mettre à ce moment-là et on n'a pas encore je sais que The Venture Reality Fund n'a pas encore toutes les informations sur 2021 puisque l'année n'est pas encore terminée et 2020, je ne pense pas qu'ils aient fait ça cette année, ils le font peut-être tous les 2 ans. Alors vous avez un super c'est pas un ouvrage, c'est un petit un petit retour, on va dire, des petites expériences qui ont été faites par Accenture, qui est une société spécialisée dans les études de marché
ou des nouvelles technologies, et donc ils se sont posé un peu la question de l'apprentissage immersif pour le futur du travailleur, en tout cas industriel. Alors, il y a un gain de temps et de performance qui est totalement important et non négligeable. Dans le milieu de l'entreprise, quand on forme des gens, euh, plus vite on les forme, plus vite ils sont opérationnels, plus vite on nous permet de nous rapporter de l'argent, plus qu'il nous coûte. Prendre quelqu'un qui prend 2 fois plus de temps à être formé et à être opérationnel, c'est prendre le risque que cette personne elle nous coûte plus cher au démarrage qu'elle ne va nous rapporter. Donc ils ont fait cette expérience de prendre des gens divers et variés et de les mettre en apprentissage format vidéo et en format VR pour voir un petit peu quel était en tout cas le taux moyen de rétention des informations. Donc on a à peu près on a une différence 70-85, enfin voilà, 75-85, 70-85 de différence. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez important, c'est-à-dire que grâce à la réalité virtuelle, on retient beaucoup mieux les informations, on les retient plus, mais surtout on va les retenir plus longtemps, mais on va surtout les apprendre plus vite. Et c'est ça aussi qui est extrêmement important, parce qu'au niveau du temps, la vidéo, ça demande beaucoup plus de temps. Alors je ne sais pas si c'était en secondes ou en heures, je crois que c'était en heures, ça demande 7h30, alors que la réalité virtuelle demande 6 heures. Donc si déjà vous gagnez 1h30, et qu'en plus vos nouveaux collaborateurs sont opérationnels 1h30 plus vite, et qu'en plus ils n'ont pas besoin de retourner dans les manuels pour se rappeler et se rafraîchir la mémoire sur certaines méthodes, voilà, ça c'est gagné. Il y a également aussi une meilleure perception de la formation et de son utilité. Voilà, on ne va plus en formation entrer dans les pieds, mais on comprend pourquoi, parce qu'on a des situations concrètes et on comprend l'utilité de cette formation. Alors, c'est vrai que l'armée a quand même été précurseur dans le domaine, parce que bon, elle dispose de moyens pour développer ses outils beaucoup plus, voilà, de meilleurs moyens que des entreprises privées, certaines entreprises privées ou en tout cas que des entreprises publiques. Il faut savoir aussi que surtout dans l'armée, qu'un entraînement ou une formation, ça coûte très cher et que la durée est parfois très longue, puisqu'on peut parler de presque 1 an de formation intensive pour devenir pilote sur certains modèles d'avions. Et donc, souvent, ce qu'ils utilisent, c'est des simulateurs. Ça permet d'économiser plusieurs centaines de milliers d'euros. Savoir que voilà, le crash d'un avion suite à une erreur dans une formation, ben ça va coûter des milliers d'euros. Ça va coûter des vies, ça va coûter du matériel et ça va coûter du carburant. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont pas négligeables, surtout pour l'armée. Et donc, ce qu'ils peuvent gagner en utilisant des simulateurs, c'est surtout entre 3 et 6 mois pour que le pilote soit opérationnel. C'est-à-dire que on forme un pilote 6 mois plus vite qu'un pilote qui passerait sur un sujet, enfin qui passerait par une formation classique. Alors ça, ce sont des projets qui ont été développés par l'armée et par Dassault Aviation. Et donc voilà, ce sont les projets Mentor et Mentor 2 qui permettent de gagner du temps par rapport à ça. Il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment, ils ont aussi utilisé maintenant des plateformes en VR pour apprendre à mettre en place des techniques militaires sur des plans interactifs, etc., pour gagner également du temps au niveau de la formation. Alors pour résumer très brièvement cette première partie, la VR elle est surtout utilisée, en tout cas tout ce qui est sentiment de présence, pour améliorer les hard et les soft skills, encore plus les soft skills. Ça permet de gagner du temps et d'améliorer les apprentissages, ça va augmenter la motivation des apprenants grâce à l'usage de la nouvelle technologie, et on va pouvoir également travailler à distance, c'est économique et geste barrière. Si on prend par exemple EDF qui doit faire venir ses employés pour une formation quelque part, je veux dire aller à Paris, qu'il faut faire venir tout le monde en train, le logement, l'alimentation, toutes les pauses, etc., plus les formateurs, ça leur coûte très cher, alors que si on pouvait simplement sur leur lieu de travail leur envoyer des casques de réalité virtuelle dans lesquels ils pourraient apprendre les méthodes, ça pourrait peut-être faire gagner du temps, et c'est ce sur quoi se penche actuellement la SNCF et encore d'autres entreprises de ce genre, qui sont très nationalisées avec des gens un peu partout. Alors du coup, quels sont les liens avec les neurosciences? Est-ce qu'on pourrait utiliser les méthodes de formation et les appliquer aux neurosciences à la prise en charge des patients? Alors, oui, différentes choses. Alors déjà, pour, par exemple, reprendre une formation où je viens de faire un AVC, ma question de l'indépendance, de l'autonomie et de la reprise du travail,
ou des études en fonction de l'âge de l'AVC, mais en fait, elle est évoquée. C'est-à-dire que les patients se retrouvent à la question, ça fait allez, 1 an, 2 ans que je suis hospitalisé, que j'ai pas repris le travail, que j'ai besoin de savoir si je suis encore capable de reprendre mon travail. En fait, ce qu'on va essayer de faire, nous, en neuropsychologie, c'est essayer de faire preuve d'imagination pour proposer des mises en situation pour se rapprocher des situations professionnelles des patients afin de mieux évaluer le handicap possible et les aménagements raisonnables à mettre en place pour ces personnes-là. Donc le problème, c'est de toucher de près aux contraintes de chaque métier. Il y a 532 fiches métiers qui sont recensées sur le répertoire de Pôle emploi avec 11 000 appellations différentes de métiers et d'emploi. Donc des métiers qui sont complètement différents. Un médecin est une fiche métier, mais avec plusieurs appellations, médecin gériatre, neurologue, etc. Ne serait-ce que rien que psychologue a déjà plusieurs... Dans cette fiche métier, il y a plusieurs choses. Psychologue scolaire, psychologue ergonome, psychologue social, psychologue clinicien. Enfin voilà, il y a plusieurs appellations possibles. Et donc chaque fiche métier et chaque cœur de métier et sous-composant de métier a ses spécificités, et donc il va vraiment falloir être capable d'inventer plein de situations pour pouvoir évaluer si le patient est capable ou non de faire cette chose-là. Donc ici je vais vous montrer cette première vidéo. Alors, donc là, c'est des formations qui ont été faites sur les risques électriques, sécurité incendie, etc. Donc c'est pour des gens qui travaillent dans des entreprises ou qui ont à un moment donné besoin aussi de se former à certains risques, etc. Donc là, ça va plutôt être pour des gens qui vont gérer l'électrique, etc. Voilà, on va voir qu'ils peuvent faire des erreurs, ils ont accès à certaines choses, ne pas oublier de s'équiper dans un premier temps, de bâcher le sol pour éviter que ça devienne conducteur, quelles sont les choses à enlever, à mettre, bon, voilà, toutes ces choses, toutes ces notions de sécurité, etc. Ça, en fait, bah, du coup, on peut le faire en VR avec toute la checklist, etc. Et donc, si on a un patient, par exemple, qui est électricien dans des structures, et ben, il pourrait très bien faire ça. Ici, autre exemple pour la sécurité incendie, et ben, en fait, on va pouvoir vérifier si la personne elle est capable de faire les gestes de premier secours, de bien vérifier quels sont les problèmes, etc., qui peuvent engendrer un open space, etc. Donc là, on voit tout simplement quelles sont les choses qui peuvent aider. Donc là, ça va marcher pour quelqu'un qui va reprendre un travail dans la sécurité incendie, etc. Ça peut être des choses qui peuvent être extrêmement importantes. Après, il y a des choses beaucoup plus spécifiques qui sont vraiment propres à chaque métier. Donc là, chez Sanofi, donc là, voilà, comment je m'équipe. Après, c'est des choses qu'on pourrait encore adapter, mais en tout cas, on aurait vraiment beaucoup plus d'informations sur la façon dont c'est fait, quelles peuvent être aussi toutes les procédures qui doivent être faites. Ça, ce sont des choses qui sont plutôt utilisées pour apprendre un employé à bien mettre en place son poste de travail pour commencer le travail, etc. Maintenant, ça pourrait très bien être quelqu'un qui travaillait déjà avant euh, et qui du coup reprendrait une formation pour vérifier qu'il est toujours apte dans son travail et quels peuvent être les aménagements raisonnables qu'on peut leur donner. Donc ici, ce serait pour quelqu'un qui travaillerait au drive de Leclerc, où voilà, tout simplement, il apprendrait à faire les courses dans un drive Leclerc en fonction de la liste de ce qui est demandé, etc. Pas oublier de scanner, etc. Voilà, toutes ces petites choses, tous des emplois qui peuvent être accessibles et dans lesquels on pourrait former nos patients qui travaillaient avant ou qui souhaiteraient y retravailler pour une reprise de travail. Donc ici, on a la même chose, mais dans le BTP, avec ici le nombre de risques, etc. etc. Ça, c'est des choses qui peuvent être assez importantes comme mise en situation. Alors ici, on va plutôt aller voir au niveau du médical, du coup. Avec Sim4Health, qui est spécialisé dans la formation médicale et la simulation numérique. Alors, à quoi ça ressemble? Voilà, ce sont des simulateurs où vous apprenez par exemple à vous équiper, à gérer une salle d'attente ou à gérer une consultation également. Quels sont les éléments que vous devez prendre en compte? Tiens, j'arrive dans une salle opératoire, quelles sont les choses que je dois faire, ne pas oublier, etc. Voilà, ce sont des choses qui peuvent être importantes, mais ce sont des gestes qui doivent être répétés et qui coûtent
un certain prix quand même si on le fait avec du vrai matériel, etc. Alors que là, on peut très bien apprendre à bien répéter les gestes et le jour où on doit le faire en vrai, on est plus à même de pouvoir, comment dire, faire correctement ces gestes, dans un premier temps les connaître et après les appliquer d'un point de vue moteur. Voilà, c'est vraiment les notions d'apprentissage actif, où ça facilite l'entraînement, la mémorisation, etc. Et donc, ce sont des choses qui peuvent être assez intéressantes dans le domaine médical. Bon voilà, là je vous ai présenté quelques applications. Bien évidemment, ça ne reprend pas tout. Tous les métiers ne sont pas représentés à ce niveau-là. Donc il faudra certainement encore s'adapter ou essayer de chercher un peu à droite à gauche ce qui peut être important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça pourrait très bien être utilisé pour certains patients pour se remettre dans de bonnes conditions avant de reprendre le travail. Alors, l'autre problématique, ne serait-ce que parce qu'on a aussi nos petites habitudes, etc. Quand on travaille, on a nos réflexes. En fait, c'est les aptitudes cognitives qui sont nécessaires à la bonne réalisation de tâches qui sont présentes dans un métier. Par exemple, le métier de coiffeur, il y a énormément de fonctions cognitives qui sont nécessaires pour pouvoir exercer un métier de coiffeur de manière efficace. Ne pas avoir de troubles pratiques, une bonne mémoire à court et à long terme pour se rappeler quelle était la coupe du du client, qu'est-ce qu'il souhaitait, quelles vont être les étapes aussi, donc la planification que je vais devoir mettre en place pour réaliser la coupe demandée, habilité visio-spatiale forcément, être flexible pour pouvoir alterner entre l'inhibition également, si le patient décidément, je vais y arriver, si le client nous parle, à ce moment-là, est-ce que je suis capable de pouvoir quand même faire deux choses en même temps? La mémoire procédurale, ce sont quand même des gestes importants, le comportement aussi également qu'on doit avoir. Alors, la liste va être très longue, hein, si je les fais tous, juste pour le métier de coiffeur, ce sont des choses après qui vont être plus ou moins importantes, mais pour dire qu'un métier, c'est pas non plus seulement qu'une habitude, mais c'est aussi toute une représentation, un aspect cognitif qui est extrêmement important, et ce sont aussi ces choses-là qu'on va devoir se poser comme question, c'est-à-dire, ok, le patient en face de moi, il fait tel métier, quelles sont les fonctions cognitives dont il aura besoin pour exercer correctement son travail. Et à partir de là, on pourrait très bien imaginer tout un plan de rééducation où on essaierait de travailler les fonctions cognitives qui sont les plus altérées pour essayer d'obtenir une performance minimum pour pouvoir exercer son métier. Alors, il y a des choses qui ont été faites, hein, bien sûr, au niveau de la cognition dans certains métiers, où on a des applications déjà en réalité virtuelle avec des recherches qui ont été faites sur le côté. En fait, il va vraiment falloir décortiquer les compétences cognitives pour le métier du patient et lui permettre de les mettre en œuvre dans des applications en réalité virtuelle. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir évaluer et entraîner les compétences dans un contexte et le plus proche des situations de la personne. Donc, quelqu'un qui travaille dans un open space, travailler dans un bureau fermé à évaluer ses compétences, ce ne sera peut-être pas forcément 100% pertinent. On va perdre des informations, ne serait-ce qu'est-ce qu'elle est distractible ou pas. Par exemple, Katana Simulation Wonderworks travaille à l'élaboration de ce genre de choses. Donc ici, vous avez un espace de travail type bureau semi-open space où les personnes doivent trier si c'est des certificats, s'ils sont lisibles, pas lisibles, etc. De faire le tri. Voilà, c'est surtout ça a été travaillé pour le déficit d'attention chez des patients souffrant de lésions cérébrales. Maintenant, ça s'applique surtout pour des personnes qui vont plutôt faire du secrétariat ou des emplois de bureau, peut-être pas pour des gens qui travaillent dans d'autres missions. Donc ça, c'est quelque chose qui est dommage, c'est qu'on n'a que ces aspects-là. Ici, vous avez le jam. Donc vous êtes un assistant, alors là vous avez tout un roleplay, vous êtes un assistant administratif et vous avez 40 minutes pour organiser une réunion. À l'origine c'était utilisé pour les éléments de type prospective memory et episodic memory, et donc ici le patient doit simplement organiser la réunion en mettant le nombre de chaises suffisantes, de tables, préparer le café, les bons vidéoprojecteurs, etc., etc. Et donc on regarde s'il est capable d'évaluer, de faire toutes les tâches, s'il en oublie quelques-unes, enfin voilà, ce sont vraiment des choses qui sont assez importantes à pouvoir évaluer. Ce qui veut bien dire qu'on est quand même capable de sortir des scores cognitifs à partir d'une tâche de travail, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'on peut donc faire l'inverse.
Donc ici, on voit que dans cet exercice, on est capable de tester efficacement l'ensemble des fonctions exécutives et de la mémoire prospective chez l'adulte. On voit qu'on est capable de faire une différence entre un patient qui est en bonne santé et un patient qui a subi une fonction, qui a des altérations des fonctions cognitives. Pour en revenir à cette étude qui pour moi est extrêmement importante, alors on va traiter un peu de machine learning, mais ça reste quand même quelque chose qui est dans la suite de ce que je viens de vous expliquer, à savoir travail, fonction cognitive. Donc ici, par exemple, on a sur une étude de cas unique, une femme droitière, 38 ans, traumatisme crânien, et la question qu'elle se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui je suis apte à réussir une formation professionnelle? Voilà, elle voulait reprendre un métier et donc faire une formation professionnelle. Et donc ici, on a évalué 3 scores, mémoire verbale, mémoire visuelle, des scores exécutifs, planification, inhibition et flexibilité. Et en fait, il y avait 2 états à la formation, savoir si elle était réussie ou échouée. Et en fait, ils ont créé un modèle prédictif de réussite ou d'échec basé sur les scores. Donc ils se sont dit, ok, cette formation, pour y arriver, les personnes ont besoin d'avoir une bonne mémoire verbale, visuelle et un bon score exécutif. On a évalué les scores de la personne pour voir si elle était dans les critères pour réussir cette formation. Du coup, on modélise ça en 3D et en fait, du coup, on se rend compte que la réussite ou l'échec de la formation, elle est dépendante de certains paramètres. Donc, la réussite ou l'échec d'une personne à cette formation dépend de ses résultats ou ses performances dans les fonctions cognitives nécessaires. Donc, on évalue ces fonctions cognitives et on regarde si elle est dans un score d'échec en rouge ou dans un score de réussite en vert. Donc en fait, il est possible de prédire les réussites ou échecs des objectifs des patients et leur proposer une thérapie ciblée une thérapie ciblée qui est sûre, qui va permettre d'obtenir les compétences nécessaires à leur projet. Si mon patient souhaite reprendre telle ou telle formation, je dois m'assurer en amont qu'il sera capable de le faire. Alors, est-ce que je peux le faire en réalité virtuelle? Oui, je pourrais très bien faire son scoring en réalité virtuelle, évaluer dans un premier temps, savoir s'il serait capable de réussir cette formation en format réalité virtuelle. Et est-ce qu'il sera capable après d'avoir les compétences cognitives pour y arriver? Ça, c'est aussi la question qu'il faut se poser, qui est extrêmement importante. Du coup, le numérique, en tout cas, apporte toutes des possibilités pour le traitement des data. Donc, le big data, intelligence artificielle, machine learning, etc. sont vraiment des éléments qui sont indispensables à prendre en compte. Et ça, le numérique le permet. En fait, la réalité virtuelle va surtout apporter ces éléments numériques. Elle va apporter des données supplémentaires, surtout des apprentissages supplémentaires, surtout au niveau moteur, exécutif, d'être acteur de sa formation. Ça, on peut également importer une situation réelle, que ce soit un bureau, une formation, une salle de classe, etc. Et la possibilité d'analyser les exigences de la situation et de les comparer aux performances des patients, également, et idéalement en situation in vivo. On va pouvoir s'entraîner et on va pouvoir visualiser les performances et les replays. Donc là, on va voir une formation chez les pompiers. Voilà, donc ici, c'est la gestion d'intervention majeure. Et ils le font en réalité virtuelle, mais voilà, en écran papier, en écran classique. Voilà, donc ici, ils vont intervenir, etc. Donc on pourrait très bien évaluer avec quelqu'un d'autre, un formateur, pour valider ou pas la réussite ou l'échec de la formation, en tout cas de l'intervention. Donc ici, on voit qu'on peut également le faire pour les pompiers, pour certaines choses, etc. Ici, qu'on voit qu'ils ont le temps d'analyser, de discuter ensemble, etc. Ça, c'est des choses qui pourraient être extrêmement pertinentes et intéressantes dans une rééducation de gens qui ont des troubles cognitifs. Ce serait de pouvoir travailler avec eux directement et de les laisser voir s'ils seraient capables d'y arriver par eux-mêmes par la suite. Alors, la conception, c'est pas ce qui est le plus important, même si on voit que ce sont des professionnels qui ont aidé à la conception euh, du projet. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses intéressantes que je peux vous montrer par rapport à ça. En tout cas, on n'est pas non plus obligé d'utiliser des casques de réalité virtuelle pour faire des formations efficaces. Ce genre de format
s'y prête très bien et sera également très efficace. Alors, pour résumer, l'objectif numéro un, c'était la question comment mieux préparer nos patients à se confronter à des événements concrets, comme la reprise du travail, la formation ou les enseignements. En fait, il est possible d'utiliser des applications qui répondent parfaitement aux exigences de métier de certaines professions. Ces simulateurs sont utilisés pour la formation afin d'entraîner les compétences pour les exigences des postes à pourvoir. Elles peuvent s'appliquer dans le cadre d'une reprise professionnelle pour voir si la personne a toujours les compétences ou si qu'est-ce qui manque pour elle pouvoir être performante dans son travail. Ils vont surtout permettre de moduler les difficultés pour mieux mettre en avant certaines habilités cognitives. C'est encore mieux. En fait, si elles peuvent moduler les difficultés, c'est encore mieux. Si on a simplement une situation lambda qui est ni facile ni difficile, ben en fait, on ne sait pas si le patient aurait peut-être réussi si ça avait été plus facile ou aurait été en échec si ça avait été plus complexe, si les situations parfois peuvent arriver. Là, on va arriver à quelque chose qui est où j'ai eu énormément de mal à trouver des informations parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose en psychologie, en neuropsychologie, c'est se former soi-même avec de la réalité virtuelle. Du coup, j'en ai discuté un peu avec quelques professionnels et essayer de voir un peu quelles étaient les pistes et les choses qui pourraient être intéressantes. Et surtout, la question que je me suis posée, c'est comment vous vous formez par vous-même en neuropsychologie ou en psychologie. Et en fait, les formations en VR, ça permet d'améliorer les connaissances et les compétences qui seraient excellents pour des psychologues. Voilà, je suis plus compétent avec mes patients, je suis plus compétent dans les théories qui sous-tendent les processus psychologiques et neuropsychologiques. Mais en neuropsychologie, il n'existe pas, à ma connaissance et à la suite de mes recherches, de programmes pour vous permettre de vous former à l'aide de la réalité virtuelle ou d'autres applications numériques. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que nous, finalement, on pourrait inventer pour nous former par la suite à l'aide de la réalité virtuelle à certaines situations. Par contre, l'inverse existe. Des applications pour les patients pour mieux se débrouiller dans leur quotidien, ça existe. Mais en tout cas, j'ai rien trouvé pour des psychologues. Donc, première question, comment on se forme soi-même à la passation de tests? Ça, c'est quelque chose qui m'était énormément arrivé quand j'étais étudiant, c'était de me dire, ok, lundi, je commence mon stage, voilà, j'arrive du lundi et mon maître de stage me dit, voilà, il faut que demain, tu vas faire passer tel et tel test, je te les prête, voilà, demain, il faut que tu sois prêt à pouvoir les faire. Ce sont des choses qui arrivent. Évidemment, et on va voir un peu quelles peuvent être les façons dont on pourrait s'entraîner. Exemple de la Tour de Londres, je prends toujours la Tour de Londres parce que je trouve que c'est un des tests les plus difficiles à faire passer quand on n'a pas l'habitude, parce qu'il demande quand même pas mal d'informations à retenir, le nombre de mouvements, le temps à respecter, en même temps regarder que la personne ne fait pas d'erreur, le type d'erreur qu'elle commet, etc. Et pouvoir également faire de l'observation cognitive, c'est toujours compliqué. Donc, il existe différentes façons de se former au passage du test de la Tour de Londres. Chacune de ces méthodes a des avantages et des inconvénients, et on verra comment procéder et s'entraîner efficacement selon les situations. Alors, il y a l'utilisation du manuel, il est avec le test, donc il faut le lire pour apprendre à passer les tests, etc. Ça peut être un peu fastidieux parce que c'est que du théorique. Du coup, et là, on est sur du hard skill. Différence de s'entraîner lors de jeux de rôle avec un collègue, un praticien, un étudiant ou son maître de stage. C'est des choses que je faisais beaucoup, moi, en stage. C'était avec mon maître de stage. C'était OK, on a le temps. Demain, tu vas faire passer tel et tel test. Et ben, on va s'entraîner. Fais-les-moi passer. Et donc, mon maître de stage, lui, il faisait un peu le patient hyper performant ou le patient qui avait énormément de difficultés où il fallait du coup que je développe mes compétences de psychologue et de passeur de tests pour pouvoir justement réussir à faire passer correctement le test avec certaines exigences ou certains comportements du patient. Et ça, c'était quelque chose qui était extrêmement enrichissant. Pareil, on le faisait aussi avec des collègues étudiants où on allait à la testothèque, on louait le test et on s'entraînait 3-4 fois avec le test dans des situations un peu différentes. Ça veut dire qu'il faudrait avoir le test avec soi. Et ça, c'est pas toujours le cas. Alors, on peut également utiliser des tutos ou des vidéos, par exemple, ou même tout simplement des formations un peu de type supervision pour apprendre justement à passer
passer le test. Donc ça, c'est des choses que je faisais également, mais qui n'étaient pas hyper efficaces. C'était voilà, apprendre à faire passer la tour de Londres. Voilà, ici, elle expliquait les consignes avec le patient, etc. Vous voyez, là, le thérapeute a toujours ses consignes devant lui, etc. Et après, voilà, on suivait ça pour apprendre justement à bien utiliser le test de la tour de Londres, les explications qui étaient faites, etc. Là, il faut vraiment avoir la chance d'avoir un tuto, parce que ce tuto-là, je crois qu'il est en espagnol, donc c'était pas possible, parce que je ne parle pas espagnol. Enfin, voilà, on voyait un peu la patiente, comment elle se débrouille, quelles peuvent être les facilités, les difficultés, etc., etc. Donc là, on voit que la patiente a ces quelques difficultés. Si ça permet vraiment de pouvoir anticiper certains problèmes qu'on pourrait voir avec des patients, etc. Et donc là, je trouve que c'est assez enrichissant, mais bon, encore une fois, c'est que de l'observation et on n'est pas dans quelque chose de concret. Du coup, voilà, c'est en regardant des passations enregistrées mais sans pouvoir manipuler, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Certains tests, c'est faisable, mais pour des tests nécessitant un peu de pratique, les manipulations, elle est importante. La tour de Londres, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-ci, c'est parce que elle demande quand même une certaine pratique, je trouve, la manipulation pour pouvoir faire quelque chose de bien et efficace. Qui aurait été bien évidemment complètement différent si on avait simplement fait une MOCA ou un simple test de mémoire à court terme, par exemple, des ententes de chiffres. Ça ne demande pas forcément tant de manipulation que ça. En fait, passer par la supervision semble être la meilleure option. Pouvoir échanger les astuces, les bonnes pratiques, mais il faut nécessairement pouvoir exercer en binôme. Voilà, donc je sais qu'il y a des universités parfois où il y a des BDE qui essayent de créer justement des moments où les professionnels invitent les étudiants avec des tests et leur apprennent à faire passer les tests, etc. Leur filent un peu les trucs et astuces. Là, il faut bien faire attention. Là, souvent, cette consigne-là, c'est toujours compliqué. Si ton patient répond ça, c'est pas encore trop grave. Enfin, voilà, vraiment pour pouvoir échanger, les mettre en situation, c'est quelque chose qui me semble pour moi être le plus pertinent. Et donc, du coup, la question, c'était, est-ce que on pourrait pas le faire en VR? Alors, oui, on pourrait. Ça n'existe pas aujourd'hui, en tout cas. J'ai pas trouvé. La formation de testing, elle peut se faire, en tout cas dans la manipulation, en réalité virtuelle. C'est pas quelque chose qui poserait beaucoup de problèmes dans la conception. Concevoir des situations avec des patients qui seraient coopérants, pas coopérants, avec troubles, sans troubles, c'est pas quelque chose qui serait très compliqué à faire. Il faudrait simplement faire la manipulation avec le testing. Ça pourrait être avec un digit span. La tour de Londres, ça s'y prête très bien. Pourquoi pas aussi, quel autre test on pourrait faire? Le test des matrices de Raven. Non, les cubes, pardon. Test des cubes de la Weiss ou de la Whisk. C'est des choses qui pourraient être un peu intéressantes à faire. On apprendrait simplement à manipuler, ne serait-ce que pour pouvoir arriver en situation un peu plus détendue, surtout quand on commence. Voilà, on pourrait du coup réviser à tout moment, revoir la passation, les bonnes pratiques seul de son côté. En fait, ce serait même pas étrange de voir des étudiants en psychologie apprendre à passer des tests dans un environnement totalement immersif. Voilà, je suis dans un bureau avec un patient, je dois faire passer un questionnaire, etc. Ça, c'est quelque chose qui serait génial. On serait tous en amphi à 800, avec chacun son casque. Mais voilà, faut imaginer que c'est pas possible. Pour différentes raisons qu'on va voir juste après, je vais juste vous montrer cette petite vidéo. Alors ici, pour moi, c'était quelque chose qui était assez intéressant, quelque chose qu'on pourrait voir aussi sur la façon dont on pourrait, un étudiant pourrait très bien faire ça chez lui. Hop, voilà, il veut s'entraîner. Donc là, c'est simplement s'entraîner à de la relation client. Mais voilà, l'étudiant pourrait très bien réviser son cours d'anatomie, de neuroanatomie, ce serait pas bête. Et en tout cas, ici, voilà, il apprend à interagir avec une personne en face de lui qui va lui poser des questions. L'avatar va répondre, etc. Donc là, ici, je crois que c'est la vente de téléphonie mobile. C'est ça. Et après, il va avoir une situation un peu incongrue qu'il va falloir gérer, parce qu'une deuxième cliente arrive et exige d'être... voilà. Et là, on pourrait voir, tiens, comment je dois réagir, quelles sont les choses que je dois pouvoir faire pour pouvoir répondre efficacement et à cette personne et à l'autre personne. Et à la fin, on aurait un feedback, comme ici, voilà.
Henri est mécontent et s'en va, vous n'avez pas réussi à conserver votre premier client tout en gérant le second, c'est un échec, votre prestation mérite 2 étoiles sur 3. Et on redémarrerait, on s'entraînerait jusqu'à ce qu'on obtienne une certaine note en prestation, etc. Il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes et qui pourraient se faire en psychologie. Alors, bien évidemment, il y a énormément de précautions à prendre, mais c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, puisqu'il y a énormément d'avantages. Un ancrage qui est positif, c'est-à-dire qu'on va mieux mémoriser, mieux apprendre. 80% de rétention après 1 an, contre 20% contre les formations classiques. Je retiens plus, et je le retiens plus longtemps. En tout cas, c'est ce qui a été fait dans les formations classiques. Hein. Ça n'a pas été testé en psychologie ou avec des étudiants en psychologie. Ça permet de faire des répétitions, des coquilles, répétitions. Ça va également augmenter la motivation. Je trouve ça plus intéressant de pouvoir interagir comme ça que d'imaginer des jeux de rôle. Même si c'est toujours très drôle d'avoir un collègue qui joue la folie. Et les implications également directes qu'on pourrait avoir, ça permet aussi de focaliser 100% son attention là-dessus, puisqu'en fait, il n'y a plus de monde extérieur pour parasiter. Et donc ça, c'est aussi extrêmement important. Le problème, c'est qu'il faut développer et acquérir le matériel, qui peut parfois être coûteux, surtout le développement, et il faut former les enseignants et les intervenants aussi à ces nouvelles pratiques. Mais en tout cas, ça peut être un avenir pour la formation des psychologues, des neuropsychologues, ergothérapeutes, etc., pour qu'eux vraiment apprennent à interagir avec leurs patients. Autre question aussi qu'on a eu en échange avec des collègues, c'était est-ce que je peux me former moi-même aux relations avec autrui? Alors là, c'était beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose de clairement oui ou de clairement non, parce que on se rapprocherait même plus du clairement non, parce que c'est difficilement utilisable avec des patients avatarisés, c'est-à-dire que on va créer des faux patients sous format d'avatar et on va leur créer des lignes de conduite, des comportements adoptés, etc. Mais le problème, c'est que la psychologie humaine est très complexe. On ne pourra pas faire interagir correctement le patient avatarisé en fonction de la réponse du thérapeute et du coup, ça risquerait de créer des choses un petit peu difficiles. Mais il est quand même possible de créer des situations spécifiques et d'apprendre à les désamorcer avec des scénarios divers et une supervision efficace. Ça resterait complexe à mettre en place, mais pas inintéressant. On pourrait apprendre, par exemple, à détecter des signes, des comportements, par exemple des signes précurseurs dans certaines pathologies. C'est des choses qu'on pourrait aussi apprendre à ce niveau-là, peut-être aussi désamorcer un problème, un patient qui s'énerve, qui d'un seul coup commence à devenir très menaçant. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'appelle la sécurité ou tout simplement j'essaie de régler le problème avec lui parce que je suis son thérapeute et qu'il y a une relation de confiance entre nous? Quels sont les éléments que je peux mettre en place? Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent être intéressants ou face à des patients qui sont dans le refus ou qui refusent tout simplement, qui sont dans le déni, qui nient tout problème et qui se demandent pourquoi ils sont là, qui sont complètement perdus chez des personnes âgées avec des démences, géré aussi chez les enfants, surtout les enfants avec des TDAH qui ont parfois des gros TDAH et qui ont énormément de mal à tenir un test. Quelles sont les choses que je peux mettre en place? Et là, on pourrait voir comment désamorcer des situations dans certaines choses. On ne pourrait pas aller à fond dans la psyché parce que c'est trop complexe et à coder ce serait impossible et ça reflèterait pas véritablement la psychologie humaine qui est beaucoup trop complexe pour ça. Alors, pour résumer, la formation des psychologues en réalité virtuelle, c'est un sujet qui est très nouveau mais en tout cas qui peut être très prometteur et du coup la question qui était pouvons-nous utiliser la VR pour faciliter la reprise d'activités professionnelles lors d'une thérapie? Bah oui, en fait. Pour les patients, c'est possible, mais il faudra creuser plus loin pour valider ces processus. Voilà, tout simplement. On peut très bien le faire pour essayer de voir si le patient, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, correspond bien à la capacité de le faire, mais ce sera encore une fois à nous d'analyser, savoir si finalement tout va bien, tout irait bien, si jamais telle chose arrive, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et pouvoir faire en sorte que tout se passe très bien. C'est très utilisé dans la formation professionnelle, ça permet d'accélérer et de rendre une formation plus efficace. Donc pourquoi pas, on sait que d'un point de vue de la thérapie, c'est beaucoup plus efficace. Peut-être que pour la reprise d'une activité professionnelle, ça pourrait être également plus efficace. En tout cas, c'est pertinent de se poser la question. Ça pourrait même être utilisé dans le domaine de la formation des psychologues, comme je disais. Mais c'est un terrain qui est presque vierge jusque-là. Et j'aimerais bien un jour imaginer les étudiants tous avec leur casque et voir un petit peu leur cours de neuroanatomie,
la gestion du stress chez les patients, etc. Toutes des choses qui peuvent être assez intéressantes à voir quand même, qui ont du mal à s'apprendre, ou du jour au lendemain, on peut pas, juste en lisant un ouvrage, comprendre comment ça fonctionne. Là, il faut vraiment avoir ces compétences comportementales, ce soft skill qui doit se développer. Et ça, c'est extrêmement important, surtout en surtout des psychologues. Tout savoir sur les théories de l'anxiété, des démences, etc., c'est très bien, mais comment faire face aux patients, ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant et déroutant. Et en tout cas, je pense que la réalité virtuelle pourrait nous aider à mieux appréhender ces problèmes-là. Alors, prochain rendez-vous, il reste 4 rendez-vous pour la fin de ce cycle, donc jusque décembre. Je dois faire la deuxième partie du diagnostic en réalité virtuelle, je dois faire la deuxième partie de la rééducation en réalité virtuelle, la deuxième partie du TDAH également, des choses qui ont été plus grosses que ce que j'avais prévu, plus j'ai creusé et plus je pouvais aller loin. Je ferai également un petit passage en pédiatrie. Voilà, pour essayer d'être un peu plus large que sur le TDAH, on s'est rendu compte qu'on était un peu limité, alors qu'en fait on pourrait aller plus loin en travaillant sur la pédiatrie, ça devrait arriver fin septembre. Voilà, je suis un petit peu débordé en ce moment, mais ça va aller. Voilà, je vous tiendrai ma promesse de pouvoir vous faire un webinaire par mois. On est déjà à 8, donc c'est déjà pas mal. Ici, vous avez la bibliographie des 2 gros articles que j'ai surtout expliqués et ce fameux livre formé avec la réalité virtuelle qui se lit très rapidement, très facilement, qui est vraiment très abordable. Je vous remercie de votre attention. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre en live à vos questions. N'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et voilà, et moi je vous dis à dans un mois. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater les prochains. De toute façon, il y aura toujours les informations sur les réseaux habituels. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir à tous.